Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour, Bonjour, ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Destin, je suis compositeur ou beatmaker ça dépend comment Destin, tu c'est vois ton le nom que tu truc. utilises dans ton métier ou pas? Destin, c'est mon nom personnel. Dans le métier, on m'appelle DST ou The Danger. Je suis du coup producteur, éditeur et réalisateur. Voilà. Ok. Depuis quand tu fais ça? J'ai commencé à produire en 2012 et j'ai commencé à placer genre de manière professionnelle à des artistes à partir de 2014. Et c'est quoi ton premier souvenir créatif? Ton premier souvenir de t'as commencé à faire du son? Mon premier souvenir, ben, c'est la première prod que j'ai essayé de faire. Bah, pour la petite histoire, j'étais au Canada, chez mes cousins. Faut savoir qu'au Canada, il y a un système de sport universitaire qui dure durant toute l'année. Et j'étais seul. J'avais envie de faire des prods et je me suis rendu compte que c'était pas facile parce que le logiciel était en anglais. Du coup, pour la petite histoire, j'ai téléchargé FL Studio. C'est un pote à moi qui m'en avait parlé parce que lui, il avait l'habitude déjà de faire des prods. J'ai voulu me lancer dedans parce que je galérais, comme on dit, là, l'art sous la contrainte, tu vois. Et bah, j'ai mis genre 3 jours à faire ma première prod. Et 3 jours pour combien de temps? Combien de minutes? ouais, après les prods, c'est en général 3-4 minutes. Ok. Mais c'était intense, quoi. Genre, c'était de la recherche, de la documentation, enfin, documentation plus. Regarder des tutos, des astuces sur Internet. C'était quand même assez difficile au départ. Je me suis pas tout de suite dit que j'allais en faire mon métier, tu vois. Et elle est venue d'où l'envie de faire des prods? Je pense que, après, pour ma part, c'était. Je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Genre, quand j'entendais des prods à l'époque de rappeurs plus ou moins connus, bah, j'avais déjà envie d'enlever leur voix pour juste écouter la prod et ressentir tout ce que j'avais envie d'entendre en dehors des voix. Et j'ai toujours eu une attirance pour. Une sensibilité pour les prods en général. Et comment tu passes de je veux faire des prods parce que j'aime bien la musique à je veux vraiment faire un métier? Avec toutes les difficultés que tu viens de dire, que c'est en vrai c'est compliqué de le faire. Je pense qu'à partir d'un certain moment, bon, déjà, il faut être bah, rigoureux et constant. À partir du moment où tu en fais ta passion, c'est-à-dire que même si t'as pas la vocation d'en faire ton métier, tu as la vocation d'être bon, je pense, dans peu importe ce que tu fais, que ce soit du tennis ou quoi. Et à partir de ce moment-là, ben, soit tu as comme un déclic, ou soit tu es juste confronté à certaines opportunités que tu as envie de saisir. Et je pense que c'est une réflexion personnelle de se dire, bah, à ce moment T de ma vie, je décide de faire le grand pas et de pourquoi pas tenter une aventure vers quelque chose de plus sérieux, quoi. Et quand tu prends cette décision de te dire ça y est, je veux vraiment que ce soit sérieux, comment ta famille elle réagit? Bah, je leur ai pas dit directement. Parce que après, dans ma famille, personnellement, on est une famille ultra religieuse et on connaît aussi la place de la musique avec la religion. Ça a toujours été assez délicat à aborder, que ce soit pour des jeunes compositeurs ou des rappeurs. Parce que le rap, c'est une musique et un style qui est assez dur, qui revendique des messages à la base dénonciateurs vis-à-vis de la position de certaines minorités dans la société. Mais aujourd'hui, ça a une autre image assez péjorative pour les mamans ou les papas qui regardent les jeunes rappeurs d'aujourd'hui. Donc c'est assez compliqué d'annoncer directement à ses parents que tu veux te lancer dans le rap, que ça soit dans la composition ou dans tous les types de métiers, tu vois. Enfin, Les métiers artistiques, tu veux dire? ouais, toutes les branches en fait. Donc je leur ai pas dit directement, sachant qu'aussi j'étais à l'école et que j'étais plutôt bon. Donc pour eux, c'était logique que je continue mes études. Et voilà. Et tu penses que si tu n'avais pas fait ça, comme tu m'as dit qu'à l'école tu étais plutôt beau, tu aurais fait un autre métier mais qui soit aussi créatif ou un peu artistique?
À la base, je le savais pas, mais moi, ça a toujours été clair quand j'étais plus jeune. Je me suis dit que je pourrais jamais bosser pour quelqu'un. J'aime pas ça en fait. Genre, après, il y a ce que tu veux faire, mais il faut se donner les moyens. Donc, que ça soit dans le métier, dans le corps artistique ou même dans des métiers qui sont plus classiques. T'as des gens qui sont par exemple médecins ou quoi, mais qui ont leur propre cabinet. C'est-à-dire que je pense que ce rapport-là d'entrepreneuriat et d'autonomie professionnelle, je pense que c'est aussi une réflexion personnelle et c'est un conditionnement, genre, et qui résulte de plusieurs pensées et surtout d'une grande démarche et de sacrifices et de tentatives, parfois d'échecs. Donc c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais ça veut dire que, en fait, la question que je vais te poser, c'est est-ce que, au-delà du fait de vouloir de l'autonomie, tu avais déjà dans l'idée de faire quelque chose qui était au moins créatif, tu vois? Même si c'était pas de la musique, mais un métier qui t'oblige à À créer. créer des petits trucs. Euh, Ou pas du tout à la base. Quand j'étais petit, j'étais attiré par le dessin. Je voulais être designer, dessiner des voitures ou des avions, des choses comme ça. Donc, ouais. Mais c'était pas évident comme aujourd'hui. C'était des grandes pensées, des grandes idées que j'avais. Mais je me suis jamais dit que ça allait vraiment être enfin, être mon métier, quoi. Et tu faisais des études de quoi? J'ai fait des études scientifiques. J'ai fait un bac S, une prépa. Après, ensuite, j'ai fait une école de commerce. Et j'ai arrêté. Et voilà. Ok. Et tu m'as dit que tu fais du rap. Ouais, je bosse dans le rap. Tu bosses dans le rap. Pourquoi t'as été attiré par cette musique? En tout cas, faire des productions pour cette musique et pas pour d'autres musiques. Après, ça, c'est culturel. J'ai tous mes grands frères qui écoutaient du rap. Comme toi aussi, t'écoutais du rap vu qu'on a grandi ensemble. Des collègues à nous qu'on connaît. Moi, j'ai baigné dedans. Et d'où on vient, c'est une musique qui était et qui est toujours dans les mœurs en fait. Que ça soit les collègues de Nitrophonique ou TH ou d'autres qui rappaient et qui rappent toujours pour certains, c'est de la musique qui nous a bercés, tu vois. Donc c'est culturel, ça fait partie de moi, de mon environnement. Donc en vrai, c'est même pas un choix. C'est comme si c'était Naturel, en fait. ouais, naturel. Je me suis tourné naturellement vers ce qui était proche de moi et j'ai aussi une sensibilité qui est évidente, tu vois. Donc, Et maintenant que ça fait quelques années que tu fais ça, que t'as fait beaucoup de productions dans le rap ouais. de façon différente, on en reparlera peut-être un peu plus après, est-ce que t'es pas attiré vers d'autres formes de musique ou d'autres musicalités? Si, après, il y a une différence entre ce que je produis et ce que j'écoute. Tu vois, j'aime beaucoup les musiques classiques, des musiques orientales ou d'autres sonorités qui sont toutes assez différentes du rap. Mais dans mes productions, j'essaye justement de coupler tous ces univers-là et de les adapter au rap. Parce que en vrai, on est dans une société où aujourd'hui le rap et la musique urbaine, entre guillemets, elle a tellement une grosse place, elle a pris tellement d'ampleur que tu peux pas. Je sais pas que tu peux pas vivre sans, mais tu peux pas passer à côté. C'est-à-dire que comme on retrouvait genre du- comme tu vois, on pouvait retrouver des grosses productions de rock à l'époque, soit dans de la variété ou soit dans de la pop, parce que c'était le style de musique qui était vraiment ultra populaire à l'époque, qui avait une grosse place. Aujourd'hui, moi, je trouve, et c'est ce qui se passe, que le rap, c'est comme le nouveau rock. C'est-à-dire qu'on retrouve du rap dans la pop, comme je me dis, dans la variété, dans d'autres styles. Et les générations futures, elles vont grandir et évoluer dans une société dans laquelle il y aura du rap partout, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura pas. Ça sera pas comme moi où à l'époque, le rap c'était de la musique de niche ou c'était marginal. Dans les générations futures, le rap, ça sera la musique du peuple, comme ça devient aujourd'hui. Et est-ce que du coup pour toi il y a une volonté
du fait que tu écoutes plein de types de musique, que tu me dis Ouais. que le rap c'est la nouvelle pop, du coup, ça récupère un peu les codes de la pop, c'est populariser plein d'univers différents, Mhm. je sais pas, de les mâcher et d'en faire un truc qui peut être Qui audible peut pour tout le toucher, monde, ouais, ouais. qui peut Qui toucher peut un toucher pour tout le maximum monde. Est-ce d'auditeurs. que toi, tu as une volonté là-dedans de faire des productions qui soient teintées de tout ce que tu écoutes et qui permettent de créer ce nouveau rap qui est audible pour tout le monde? Est-ce que c'est une volonté je dirais pas que c'est une volonté personnelle, mais c'est une volonté du marché. En fait, comme le rap devient de plus en plus populaire et génère aussi de plus en plus d'argent, donc qui dit plus d'argent dit plus d'exploitation, donc qui passe dans des canaux qui sont beaucoup plus visibles et audibles par les gens, ben parfois tu es amené à faire des choses un peu plus formatées entre guillemets. Après quand je dis formaté, c'est pas genre faire des concessions sur telle ou telle chose, c'est juste adapter certains sons genre pour la radio ou pour la télé ou pour un certain sur un certain panel d'auditeurs, tu vois. Mais c'est pas vraiment une volonté personnelle, mais dans ma carrière, je peux pas passer à côté de ça. Je suis obligé à un certain moment de me dire, bon, je sais que j'aime le rap dur ou de rue, mais pourquoi pas bosser un single de telle ou telle manière pour passer en radio ou pour toucher un maximum d'auditeurs, quoi. Et justement, ça, pour parler un peu plus du sujet pour lequel on est là, qui est la créativité, est-ce que ça influe beaucoup sur la créativité? Le fait de penser aux auditeurs, au marché, à l'argent que ça doit générer, au format, aux radios. Enfin, j'ai l'impression, pour en avoir déjà parlé avec d'autres rappeurs, tu vois, avec des rappeurs, parce que je dis ça comme si tu étais rappeur, avec des rappeurs, que on essaie d'y penser et d'introduire ça dans sa créativité. Je me demande, toi, qui es un amoureux de musique, qui est là pour produire de la musique, comment on arrive à caser sa créativité dans toutes ces caractéristiques qu'on doit prendre en compte? Pour répondre à ta question, pour moi, c'est un problème et ça peut devenir un gros problème si tu fais passer les intérêts avant la musique. Parce que pour quelqu'un qui crée, faut, enfin, pour tout créateur en vrai, que ça soit un dessin, une instru ou un texte, ben, on donne une partie de nous-mêmes en fait. Donc si t'es pas sincère dans ta démarche, si tu retranscris pas ce qui est au fond de toi dans ta musique ou dans ton dessin et que tu penses avant tout à faire de l'argent, même s'il faut y penser à un certain moment, mais je pense pas que ça doit être la réflexion qui est au cœur du processus créatif. Parce que tout part de la musique ou tout part de l'art en question, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quand tu fais ta prod ou quand tu fais ton morceau, tu as la volonté de faire le meilleur morceau possible déjà. Ça peut être un morceau sombre ou ouvert, mais peu importe la démarche, si elle n'est pas sincère de base, si elle est biaisée ou conditionnée par certains facteurs, je pense que ça ne suit pas. Mais là, c'est dur parce que, comme tu me l'as expliqué, on peut être conditionné par, entre guillemets, une condition. Tu Ouais. vois, par exemple, je te dis une bêtise, mais tu pourrais être conditionné par le fait qu'il faut que ça soit rentable. Ouais. Mais là, tu as tellement de conditions à prendre en compte. Comment faire pour pas être conditionné, tu vois, dans sa créativité? En fait, tu es conditionné. En fait, tu es toujours conditionné, mais il faut pas que ça t'empêche de créer. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que tu peux faire de la musique pour les Kaira ou pour peu importe les auditeurs, mais il faut pas que ça soit, je me répète, mais il faut pas que ça soit genre, faut pas y penser au moment que tu crées en fait. Faut pas que ce soit volontaire, en Ouais, fait. exactement. C'est-à-dire que tu sais pas déjà comment tu crées un tube. Tu sais pas comment tu fais un best-seller. Tu sais pas comment tu feras la. Il n'y a pas de recette pour faire quelque chose qui marche. Même s'il y a des facteurs qui, une fois que la chose est faite, ben, qui peuvent plus ou moins te dire que bon, ça va marcher ou ça va pas marcher en fonction des choses qui sont déjà sorties. Mais en fait, les tubes ou les gros succès, c'est toujours des accidents artistiques. C'est-à-dire qu'au moment de la création du truc, t'es dans un feeling qui est tellement sincère que tu le fais à fond. Et c'est cette sincérité-là que les gens ils ressentent quand ils écoutent ton morceau, par exemple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais prendre Je vois.
un exemple comme Habitué de Dossé. C'est un format qu'il avait jamais fait dans sa carrière. Piano-voix, ultra sincère, une plume très aiguisée, genre très pointue, avec un texte ultra personnel. C'est-à-dire que dans l'album qui était sorti à ce moment-là, donc qui était Vidalosa, c'est le seul morceau qui est comme ça. Donc, pour revenir à ta question, donc, il voulait tout niquer. Il était conditionné. Mais c'est pas ça qui lui a donné envie de faire Habitué. Tu vois, C'est le feeling qu'il a eu. c'est la démarche, elle est sincère. Et c'est pour ça que c'est ce morceau-là qui a pété, plutôt que d'autres qui étaient aussi forts, ou d'autres styles, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et je pense que quand tu arrives à ce niveau de sincérité, enfin, quand je dis sincérité, c'est dans le processus artistique et dans la création. Quand tu arrives à ce niveau de sincérité avec toi-même, hein, bien sûr, ben, je pense que les auditeurs le ressentent. Tu vois, je vais reprendre un autre exemple encore comme Weshden, tu vois, qui se permet de mettre des fautes de français ou tout simplement, parce que tu sais, son son, il n'est pas construit comme des sons habituels qu'on peut entendre, tu vois. Genre, c'est ultra répétitif, c'est très un peu enfantin, c'est très douillet, c'est très mignon, tu vois. Mais c'est un accident, tu vois. Elle s'est pas dit qu'elle allait laisser peut-être une faute de français comme ça à la base. Elle l'a fait, elle a trouvé ça cool et elle s'est dit bah écoute, on va le laisser comme ça. Et ben ça a choqué tout le monde, mais ça a plu à tout le monde aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc dans sa démarche, dans sa créativité, à un moment, elle a été juste dans le feeling, tu vois. Et je pense que tout le monde l'a ressenti, que t'aimes ou t'aimes pas Weshden, bah à un moment, même en secret, t'as kiffé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est plus de ça dont il s'agit que de conditionnement ou de concession ou d'autres choses, tu vois. Alors, est-ce que tu crois que cette sincérité-là, il la faut à toutes les étapes de la création d'un morceau? Je m'explique. Toi, on va dire que tu es un peu les fondations du morceau. Tu es l'instrumental. À part s'il y a... C'est de moins en moins le cas, tu me dis si je me trompe, mais à part si l'artiste a écrit le texte très longtemps avant et qu'il cherchait un son particulier, mais Ouais. de plus en plus, les gens écrivent sur les sons. Du coup, toi, tu es à la base. Tu fais ton son, sincèrement, quand tu me le dis. Et puis, tu as un artiste qui vient dessus, qui se dit, ça, c'est un tube. Je sais pas, la musicalité, elle lui parle, il dit, c'est un tube. Mais du coup, lui, dans sa manière d'écrire le son, il va pas être sincère. Et à côté de ça, tu ajoutes un ingé qui va essayer de trouver le moyen de mixer le son pour que ça devienne un tube ou que ça soit audible vraiment comme on le dit pour tout le monde, tu vois. Mais du coup, même lui, il n'y a plus de sincérité, il y a juste l'envie de faire un tube. Ouais. Est-ce que, dans le fait que dans ces trois étapes-là, dans, 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 dans ces trois couches sur le son, il faut que toutes les couches soient teintées de sincérité ou une seule, ça suffit. Que la tienne à la base, elle soit sincère et c'est bon, ou il faut que tout le monde soit sincère, sinon ça marche pas. Euh, Moi, je pense qu'il faut que l'artiste soit sincère parce que c'est Tu parles du mec l'interprète. l'interprète. Dans le cas où on parle d'un son, il faut que l'interprète il soit sincère dans sa démarche. C'est-à-dire que s'il sent que c'est le son pour faire le tube, ou pas forcément faire le tube, avant de parler de tube, il faut faire un bon morceau en fait. Tu vois, donc parce que le tube c'est encore Autre une chose. étape après. Et même si pour toi, c'est le meilleur morceau de ta carrière, un morceau où tu t'es pris la tête de telle ou telle manière, à partir du moment où tu sors du studio et que tu livres le son aux auditeurs, bah, le morceau, il t'appartient plus. En fait, les auditeurs, ils en font ce qu'ils veulent de ton son. Donc, je pense que déjà, dans la démarche artistique donc de l'interprète, il faut qu'il soit sincère et il faut qu'il soit cohérent dans sa démarche. C'est-à-dire, s'il veut tout niquer, s'il veut insulter tout le monde, il faut qu'il insulte tout le monde. S'il veut parler aux enfants, qu'il parle aux enfants. S'il veut parler de meufs, qu'il parle de meufs, mais pas parce que c'est un truc qui marche, pas parce que c'est le truc du moment ou parce qu'il a vu un tel le faire, mais parce qu'il veut vraiment le faire et qu'il le fait de la bonne manière et qu'il est inspiré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme, genre, pour parler de rap, genre Freeze Corleone par exemple. Un des morceaux qui a le plus marché de son album, c'est Freeze alors qu'il est. Genre, il a pas du tout la tête d'un tube. Il n'y a pas de refrain, c'est bourré de références, c'est ultra technique, c'est ultra sombre.
mais c'est son morceau que les gens écoutent le plus. Parce que je pense qu'au moment où il l'a fait, il était dans une inspiration fulgurante, tu vois. Et il n'y a aucun autre morceau qui ressemble à ça, tu vois. C'est que je pense au moment où il a écouté la prod, au moment où il a écrit le texte, ben, il était entre ce qu'il voulait faire et ce qu'il a fait, ben, il y a pas de, il y a pas une grosse marge d'erreur, tu vois ce que je veux dire, il y a Il n'y a pas de pas, grande ouais, il y différence. a pas de grande différence. Genre, il a vraiment transformé ben, son essai, tu vois. Et c'est plus ça qu'il faut chercher plutôt que de vouloir faire un tube ou faire je ne sais quelle autre chose. Tu vois, il faut faire des bonnes œuvres en fait. C'est con hein, ce que je dis, mais les gens ils oublient que tout part de la musique et que c'est du partage en vrai. Tu fais de la musique pour te faire kiffer, mais à partir du moment où tu fais une, deux musiques, ensuite 10, et que tu as la volonté de faire un album, de toucher des gens et de te vendre, parce que tu vends ta musique, mais tu vends aussi une histoire et tu te vends toi, je pense qu'il faut mettre la musique au centre parce qu'il n'y a que la musique qui parle aux gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et avec la musique, tu fais tout oublier. Tu vois, des mecs comme Rick Ross, on a dit ouais, c'était un policier, nanani, nanana, nanani. Frérot, il sort un son, c'est tellement lourd, t'écoutes. Tu sais Hmm. pas si c'est un maton, tu sais pas si c'est un je ne sais quoi. T'écoutes parce que c'est bon, tu vois. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, la qualité, elle se perd. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis, on est dans une industrie où tout devient, tout devient genre du mass market, tu vois. C'est-à-dire qu'on va faire des albums non pas parce que tu as envie de faire un album, tu as envie de dire quelque chose, tu as envie d'avoir des super productions, mais parce qu'il faut que tu rentres dans des chiffres, il faut que tu rentres dans des calculs et le profit, malheureusement, il prend un peu le dessus sur l'artistique et la qualité et ça, c'est malheureux. Et sur la créativité, du coup, un petit peu, Ouais, du coup, bah, directement, forcément, ouais. ouais. Tu m'as dit que tu disais un truc intéressant, c'est qu'une fois que ton son il est lancé, il t'appartient plus. Ouais, J'ai l'impression que pour vous, les compositeurs, je dis compositeur pour qu'on sépare producteur au sens le mec qui met l'argent ouais, et ouais. qui aide à produire du mec qui parce que pour Compose. les non initiés, producteur c'est pas comme nous on Ouais, l'entend, ouais, tu ouais. vois. Du coup, j'ai l'impression que pour vous les compositeurs, le morceau, il vous appartient plus déjà longtemps avant qu'il arrive au Ouais, ouais, public. très longtemps. Très, très longtemps avant. À partir du moment où l'artiste pose sa voix et bah, décide de commercialiser bah, le son, bah, il t'appartient limite plus, tu vois, parce que là, je vais pas parler pour moi, parce que moi, je vois en général tous les artistes et j'influe sur ce qui se fait sur mes productions. Dieu merci, tu vois, parce que bon, j'en suis quand même où j'en suis. Et je vois les artistes, j'ai un certain poids et je peux plus ou moins guider des artistes pour qu'ils fassent quelque chose de... Excuse-moi, je te coupe. Ça, c'était une volonté à la base, ça, de pouvoir toujours avoir la main sur, enfin la main entre guillemets sur ce que l'artiste va faire de ce que tu as composé. C'est pas une volonté à la base, mais quand tu deviens connu et que tu es un gage de qualité parce que tu as fait des morceaux qui marchent et qu'on t'appelle pour un certain créneau et pour tout simplement bah, avoir ta patte, bah, tu es légitime en fait. Parce que le mec, il t'appelle pour ce que tu sais faire. Donc, de base, il a envie de s'entourer de toi et de ton savoir-faire et pourquoi pas t'écouter sur telle idée d'interprétation, tu vois. Ça s'appelle vraiment de la réalisation. Et tous les compositeurs ne sont pas des réalisateurs, tu vois. C'est un autre métier qui n'est pas vraiment connu du grand public, ni les gens n'arrivent pas à faire la dissociation entre un compositeur et un réalisateur artistique, mais quelqu'un qui guide un artiste, interprète dans ses choix, euh, dans sa diction, dans l'interprétation, dans la structure des morceaux, dans une gimmick, bah c'est un réalisateur, tu vois. Et c'était pas voulu de devenir réalisateur, mais moi de base, je bosse beaucoup avec un ami qu'on a en commun qui est artiste TH. Depuis que je suis tout petit, je l'accompagne en studio. Depuis que je suis tout petit, bah, je l'aide, tu vois, dans sa manière d'écrire, dans sa manière d'interpréter, dans sa manière de faire les choses, de choisir les morceaux. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps.
et que je retrouve aujourd'hui à un autre niveau, tu vois, avec des artistes qui sont 100 fois plus connus, mais c'est la même démarche. Ce que je fais avec TH, je peux le faire avec SCH, je peux le faire avec Maes, je peux le faire avec tout le monde, tu vois. Et tu deviens pas réalisateur du jour au lendemain si t'as pas cette chose-là, si t'as pas... Si quand tu fais une prod, t'as pas de vision, t'as pas un flow qui te vient en tête, t'as pas une idée de structure, bah t'es juste un compositeur, t'es pas un réalisateur, tu vois. C'est-à-dire que tu proposes un son et bah tu prolonges pas le truc. C'est-à-dire que le morceau, il t'appartient plus à partir du moment où le gars il pose. Alors que moi, ce que je cherche à faire, c'est que bah, le morceau, il m'appartienne un peu plus longtemps, tu vois. C'est-à-dire que je propose à l'artiste, que ce soit une top line, que ce soit une idée de flow, ben, si l'exécution est là, si le mec le fait et que ça sort tel que je l'ai imaginé pour l'artiste, ben, c'est une autre satisfaction encore, tu vois. Au-delà de faire des prods. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Tu m'as dit que du coup, tu étais réalisateur. Tu m'as dit que c'était plus pour suivre la vie du son et pas l'abandonner comme à l'accoutumée vous le faites, vous les compositeurs, tu Ouais, vois. plus ou moins. Mais est-ce que ça, c'est peut-être inconsciemment, tu vois, mais c'était pas aussi pour pousser ton objet créatif plus loin, tu vois, dans le sens où une fois que tu as composé le son, ça y est, toi, tu as rendu ton travail de créatif. Est-ce que le fait de aller sur le son après, accompagner l'artiste à écrire sur ce son, à faire ses placements et tout, c'est pas pour pousser ta création encore plus loin? En fait, oui et non. Parce que si t'en as pas, si t'as pas si t'as pas cette projection sur la prod que t'as fait, bah tu t'arrêtes juste à la production. Et un réalisateur, justement, c'est quelqu'un qui, même après avoir composé, après avoir produit le son, il commence à faire des flows, il a des idées de top line. Donc, si tu as justement c'est encore cette marge de créativité, ben, la réal, ça te permet D'exprimer. d'exprimer encore plus d'idées que tu as. Donc, dans ce cas-là, oui. Mais comme j'ai dit juste avant, bah, être réal, c'est pas. Enfin, tu t'improvises pas réal en fait. Ouais. Si tu sens pas le truc, si t'as pas d'idée, si t'as rien à proposer, si tu sais pas guider, et puis faut être confiant et mettre en confiance surtout. Parce que souvent, les réals, c'est eux qui font que certains artistes prennent des risques, qui fassent des choses qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire avant, qui prennent des top lines qui ressemblent pas forcément à des morceaux avec des gimmicks qu'ils ont déjà fait auparavant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est aussi beaucoup de psychologie. Il faut savoir mettre en confiance l'artiste pour que à l'exécution, bah, il y ait la bonne intention et aller au bout du titre, tu vois. Du coup, tu peux pas avoir une envie. Tu peux pas juste être un créatif qui est frustré et qui s'improvise réel pour pousser le truc au bout. Ouais, non, non. Faut être ultra pédagogue, faut être communicatif à fond, faut avoir aussi une force de proposition, c'est tout un métier, hein. Et vraiment, c'est tout un métier qui va au-delà de la composition et de la production pure, tu vois. Ok. Et tu m'as dit que. En fait, là, on va passer dans une question qui me brûle les lèvres depuis qu'on se connaît presque. Mhm. Et je vais m'appuyer sur ce que tu as dit. Tu m'as dit que tout ce que tu produis, tout ce que tu crées, il y a un bout de toi dedans. Ouais. Ça, c'est la grande question qu'on pose aux artistes. Est-ce qu'il y a une part de vous dans tout ce que vous faites? Moi, je crois que oui. En tout cas, moi, pour ma part, c'est le cas. Toi aussi, c'est pareil. Le truc, c'est que tu produis un nombre incalculable de sons. Ça veut pas dire qu'ils sortent tous. Ouais. Ça veut pas dire. Là, on n'est même pas là pour quantifier Le le nombre de travail ou sorties. évaluer le travail. Ouais. Tu vois, juste le fait, on parle vraiment du fait de faire. Et on en parlait un petit peu avant. J'ai déjà posé la question il y a longtemps. Comment on fait pour produire autant de nouveaux trucs à l'année? Parce qu'il faut savoir, pour les gens qui savent pas, c'est comme il travaille beaucoup, que c'est son kiff, du coup il en fait pour lui. Je sais pas, peut-être tu fais. Combien de sons tu peux faire à l'année, genre? Entre 500 et 1000. Comment on fait pour faire 1000 nouveaux trucs par an? Ça fait genre 3 nouveaux sons par jour si tu fais les calculs, tu vois. Ouais. Comment tu fais ça? Comment on fait ça? Bah, déjà, il faut le vouloir, je pense. Il faut avoir envie de produire et être passionné, du coup, parce que si t'as pas envie de le faire, tu le feras pas. Et moi, je pense qu'il faut se connaître aussi, tu vois.
parce que je peux produire 500 prods. Je vais pas les faire. Enfin, j'aurai mes moments, tu vois. Moi, j'ai des moments où j'ai une très grosse puissance de travail. C'est-à-dire que quand je pars en séminaire, bon, je vais un peu expliquer ce que c'est qu'un séminaire Parfait, artistique. merci. En gros, les séminaires artistiques, l'idée, c'est de s'isoler avec un artiste, soit dans un gros studio qu'on loue pendant plusieurs jours, ou soit carrément dans d'autres pays ou dans un peu plus loin dans la France, où on loue une grosse maison. Et en général, on fait des stations de travail. Il y a plusieurs compositeurs et nous bossons tous autour d'un projet déterminé avec un artiste bien précis. Donc, ça te permet déjà de sortir de ton quotidien ou de ton studio, de ta zone de confort. Tu produis autre chose à un autre moment et à un autre endroit. Du coup, c'est une nouvelle inspi. Donc, pour répondre à la question, il faut savoir renouveler son inspiration. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, soit en modifiant ses conditions de travail, soit en modifiant ses habitudes. C'est-à-dire que là, c'est pas des conditions, c'est-à-dire c'est ses habitudes. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence d'habitude par faire la mélodie, il peut commencer par faire des drums à un moment donné. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être que ça peut faire naître autre chose. Et il y a autre chose que je voulais dire que j'ai oublié. C'est pas grave, ça arrive. Ah oui, ça me revient. Il faut aussi s'entourer et aller chercher l'inspi des autres. Pas dans le sens où voler, mais il faut apprendre des gens qui t'entourent, apprendre des gens que tu trouves chauds, en fait. Faut se mettre en danger. Faut qu'à un moment, tu te remettes en question et que tu dises « Ah putain, là, le mec qui est en face, là, il est trop fort. » Ça aussi, après ça, c'est une remise en question, c'est aussi de l'humilité et un travail sur soi-même. Mais à un moment donné, il faut réussir à se dire et à passer le cap de se dire que le mec qui est en face de toi, soit il est plus chaud que toi, soit il sait faire un truc que toi tu sais pas faire, et pourquoi pas collaborer avec lui ou apprendre tout simplement, tu vois. Vous n'êtes pas obligé de faire un son ensemble, mais au moins tu vois comment il taffe, tu lui poses 2-3 questions, tu lui donnes des conseils, il t'en donne aussi, et il n'y a que comme ça que tu prolonges déjà ta créativité, que tu la renouvelles et que tu peux faire des nouvelles choses, tu vois, parce que tout au long de l'année, ce qui est bien avec les compositeurs, nous on taffe avec plein d'artistes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas qu'un type de rap. Il y a le rap bresson, il y a du rap un peu plus chill, il y a du rap très chanté, il y a de la drill, il y a ce qu'on appellerait genre de la zumba, il y a le rap de Marseille, tu vois. Donc nous les compositeurs, on est amenés à voir beaucoup d'artistes plus ou moins différents. Du coup, eux-mêmes, ils contribuent au fait qu'on est obligé à un moment de renouveler son inspiration, changer ses habitudes de travail pour proposer des nouvelles choses parce que on doit répondre à beaucoup de briefs différents. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, même s'il y a un travail qui est personnel, l'industrie veut aussi que tu sois polyvalent et que tu proposes de nouvelles choses parce que tu peux travailler avec l'artiste le plus bresson du monde. Tu le vois en session, t'es pas à l'abri qu'ils te disent « Oh, aujourd'hui, je veux pas rapper, je veux chanter. » Et si toi, t'as pas dans ton ordinateur un son qui se prête à la mélodie et au chant ou à l'autotune, t'es tuba, quoi. Alors, là, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que l'industrie et la force de travail proposée, elle t'oblige à beaucoup produire. En fait, là, c'est pas une question de quantité, c'est de faire de nouvelles choses. Si j'ai bien compris ta question de base. Parce que tu peux produire beaucoup. C'est-à-dire sur 100 prod, tu vas avoir 50 prod bresson et 50 prod chantés. Tu vois. Mais tu peux avoir 100 prod différentes. Mais tu vois, le truc, c'est que. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas une question de quantité, c'est plus. Une question de diversité. Voilà. Genre de polyvalence et avoir une nouvelle chose à proposer à quelqu'un. Parce que moi, par exemple, je suis amené souvent à bosser plusieurs titres avec des artistes. Je vais les voir. Sur un mois, je vais les voir 4-5 fois. Les 4-5 fois, même si c'est un artiste méga bresson, il faut que je puisse l'emmener dans différents types de rap. Soit un rap ultra sombre, soit un peu plus chanté, ou soit totalement différent de ce qu'il a déjà fait. Enfin, c'est ça
un producteur, un réalisateur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc Je il vois. faut proposer de nouvelles choses plus que produire beaucoup en fait. Mais tu vois, le truc, c'est que toi, comme t'es dans c'est ton métier, toi, le fait de produire beaucoup pour toi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de se diversifier. Ok. Mais Ouais. le truc, c'est que quand tu produis sans prod, même qu'elle soit du même type, Bresson ou de la Zumba, comme tu dis, la Zumba, pour les gens qui écoutent pas de rap, c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on dit la pop urbaine en vrai. Ce qu'on appelle la pop urbaine, c'est un peu chanté et tout. Euh, Quoi qu'il arrive, ces sons sont différents. C'est ça, moi, qui m'intrigue. Mm. Tu vois, c'est comme si moi, tu me demandais, par exemple, moi, j'écris une pièce de théâtre, je pourrais t'écrire une ou deux pièces dans le même type. J'en ai écrit deux même, du même type, tu vois. Mais c'est comme si tu me demandais à moi d'écrire 100 pièces du même type. C'est littéralement impossible, je te le dis. Oui, il me faudrait une vie pour ça. Tu vois, ok, c'est pas la même quantité de travail et tout, tu vois. Mais quand même, c'est quand même pas faire, c'est pas 100 copies, c'est 100 sons différents. Ouais. C'est ça qui me rend fou, moi. Je vois ce que tu veux dire. Après, à chaque fois que tu commences une nouvelle œuvre, ben, tu peux repartir d'une certaine base que tu as déjà faite et la réduire ou l'améliorer ou la modifier tout simplement, tu vois. Et tu crées constamment quelque chose de nouveau, tu vois. Après, moi, je peux te faire écouter 10 sons, certes, qui sont dans la même trempe, dans la même ADN et qui sont différents, tu vois. Mais c'est-à-dire que sur une d'entre elles, c'est moi qui aurais bossé la mélodie. Ou parfois, ce que je fais, c'est que je m'entoure de personnes qui me proposent des mélodies aussi. C'est-à-dire que tu confrontes ton inspi avec l'inspi des autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même si c'est une mélodie qu'on te propose, faut que d'une, tu te retrouves dans cette mélodie-là pour pouvoir exprimer quelque chose qui vient de toi et collaborer et faire quelque chose de nouveau, même si ça reste 10 Zumba ou 10 Bresson ou 10 sons chantés, tu vois. Et en fait, il y a plein de manières de te permettre de faire quelque chose de différent à chaque fois, même si c'est la même chose, tu vois. Et moi, dans mon métier, parfois, je change le type de basse que j'utilise. Parfois, je change le kick, parfois, je change la rythmique, parfois, tu vois. Et puis, tu peux aussi changer les BPM, tu vois, les tempos. Tu peux varier tu peux influer sur beaucoup de paramètres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est une chance qu'on puisse faire la même chose mais différemment à chaque fois. Alors que toi, quand tu écris, il y a des codes, il y a des principes bien établis qui font que d'un paramètre à une autre, ça sera plus soit un roman, soit une nouvelle, soit un conte, tu vois. Alors que moi, même si je fais une Zumba méga lente, c'est de la Zumba, tu vois. Mhm. Alors que dans, je pense, l'écriture, tu peux moins casser les codes que dans la musique. Ouais. Et moins varier les styles. Ben moi qui suis pas un grand auteur, tu vois, mais l'impression que j'ai dans l'écriture, en tout cas, c'est que quoi qu'il arrive, le code te rattrape. Donc moi, je vais écrire un texte et on va me dire c'est ça. Mm. Et j'ai pas d'influence là-dessus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'écris un texte dialogué. Pour moi, c'est pas du théâtre. On va me dire ça ressemble à du théâtre. Voilà. Ou c'est un scénario, En un truc fait, comme c'est ça. beaucoup plus dans. On te rentre beaucoup plus dans des cases. Alors que dans le rap, euh, en 10 ans, au lieu de vouloir rentrer tel type de rap dans telle case, on a fait quoi? On en a créé des nouvelles. Hmm. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de proposer des choses différentes à chaque fois, des nouvelles œuvres, quoi. Mais le truc que je trouve hyper intéressant dans ce que tu me dis là et dans le fait de composer, c'est que à l'inverse de l'écriture, par exemple, moi j'ai une phrase construite, tu vois. Il y a un mot que soit qui est répétitif par rapport à la phrase d'avant, Mhm. ou soit qui rentre pas dans la musicalité, parce qu'il y a une musicalité aussi dans l'écriture, mais qui est intrinsèque à chacun, mais qui rentre pas dans la musicalité, je veux le changer. Ça ne changera pas la structure globale de mon œuvre, tu vois. Alors que j'ai l'impression que vous, c'est un peu comme, tu sais, quand tu es sur l'eau et qu'il y a une vague devant toi,
il suffit que tu tapotes un peu la surface de l'eau et ça crée d'autres vagues. Et ce que tu me dis là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu changes, t'as un son qui est une vague à la base, on va dire, et tu changes un Un BPM élément, ou un élément ça et change ça change tout. tout. Exactement. C'est ça qui est incroyable, tu Ouais. vois. Bah, c'est une chance aussi. Vraiment. Et ça nous aide justement à faire de nouvelles choses à chaque fois. Parce on peut influer sur plein de petits paramètres qui créent à chaque fois quelque chose de nouveau. Et aussi, on est aidé par les multiples banques d'instruments et les logiciels qui nous permettent à chaque fois de faire des choses beaucoup plus ouf, tu vois. Ah, là tu touches un point que je voulais aussi aborder. C'est que, parce que j'ai reçu ici un rappeur qui est aussi un peu beatmaker. Ouais. Et qui me parlait du fait, il m'a parlé ça de façon rapide, mais qu'il utilisait un logiciel, je sais plus si c'était Pro Tools ou un truc comme ça, un logiciel de beatmaking en tout cas, tu vois. Ouais. Et qui m'expliquait qu'il y avait des bandes d'instruments qui Ouais. lui permettaient de construire de nouveaux sons et tout. Comme c'était pas son métier initial, j'ai pas beaucoup creusé, mais je Ouais. peux le faire à plus avec toi. Euh, Est-ce que à un moment donné, quand on se sent créatif, on n'a pas envie de construire tout de A à Z? Je m'explique. Moi, j'ai l'impression, pour pas du tout dénigrer ton métier, tu vois, que quand tu te sers d'une base de données qui est déjà dans le logiciel, c'est comme si tu construis une maison, mais qu'on te donnait déjà les piliers, tu vois, et qu'on te disait, bon, on a déjà fait les piliers, tu peux les placer comme tu veux, tu peux en faire ce que tu veux, construire un château ou une villa, c'est ton choix, mais les piliers sont déjà là. Mm. Et j'ai plus l'impression que quand tu joues des instruments, que tu construis tout de A à Z, c'est comme si tu fais toi-même ton ciment pour aller mouler tes piliers et compagnie. Les deux sont créatifs, Ouais. les deux ont une liberté quand même, tu vois, mais il y a quand même une différence. Comment tu vois ça, toi? Du fait que toi, tu joues pas d'instrument, par exemple, Mhm. tu vois, comment tu perçois ça? Bah, comment je perçois ça? Bah, c'est. Bah, déjà, faut vivre avec son temps. Bah, et- enfin, en fait, c'est une manière c'est une autre manière de produire. C'est d'autres possibilités de production qui rendent bah, le rapport à l'art plus simple et plus accessible, pardon, tu vois. C'est-à-dire que je suis pas obligé d'avoir fait du conservatoire ou d'avoir un violon, 4 violons, 6 pianos pour faire une instru, tu vois. C'est aussi une manière d'avoir un meilleur ratio, tu vois. Un meilleur gain, meilleur temps de travail, donc tu peux faire plus de choses, tu vois. C'est une question de rentabilité aussi, genre. Donc le fait d'avoir une infinité de banques d'instruments dans un ordinateur et de pas nécessairement devoir apprendre ou prendre des cours de piano, de violon ou de guitare pour jouer de la guitare sur l'ordinateur, bah C'est une chance et tout. c'est une chance, c'est genre c'est un kiff et ça rend ça fait moins peur aussi parce que t'as tout un orchestre. Il suffit que tu aies un petit clavier MIDI de 12 touches, que tu connaisses quelques accords, bah tu peux déjà exprimer quelque chose. Tu peux déjà être créatif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que là, je te mets 4 violons, t'as une mélodie dans la tête, mais tu sais même pas comment faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très bien. Eh ben, ça t'éloigne bah, du processus créatif, ça met d'autres choses entre l'instrument et ta créativité ou ton inspiration, bah, ça rajoute de la frustration, ça va peut-être rajouter, ah putain de l'argent, ça coûte combien pour avoir ça, tu vois. Alors que avec un ordinateur, aujourd'hui, tu peux tout faire, tu peux tout retranscrire, tu peux... Et c'est beaucoup plus rassurant d'avoir bah, un clavier MIDI de 12 touches, parce que tout le monde est familier au piano. Mm. Donc c'est une version bah, simplifiée du piano, les claviers MIDI. Bah, c'est beaucoup plus rassurant de retranscrire des touches avec des do, ré, mi, fa, sol en touchant des touches blanches ou des touches noires que de devoir faire 12 ans de violon pour faire une prod. Et maintenant, si tu veux utiliser la guitare, Faut il refaire faut 12 ans. refaire 12 ans de guitare. Tu vois ce que je veux dire ou Je pas? vois ce que tu veux Donc dire. ça serait relou un peu. Donc en vrai, c'est... C'est vrai. Non, c'est... Merci pour la réponse. Et j'ai une dernière question avant de conclure. C'est avec tous ces éléments, Ouais. avec le fait que tu as une liberté totale dans les cases dans lesquelles tu peux rentrer dans le rap. Ouais.
avec le fait que tu peux être accompagné de plein de gens pour t'apporter des idées, de l'inspiration et tout. Avec le fait que tu es un ordinateur, avec tous les instruments du monde entier, avec 12 ans de chaque instrument, là, Avec le son qui tue, avec tout. avec tout. Est-ce que ça arrive parfois qu'il n'y a rien? Est-ce que même quand on produit 1000 sons par an, parfois il n'y a rien? Parfois il n'y a Ouais, pas ouais. d'inspi, il n'y a rien. Ouais, parfois, t'es... Bah, ça m'est arrivé, genre là, il y a 2 jours. En fait, moi, je vais reprendre sur un point que je disais tout à l'heure. Je te disais que j'avais genre une grosse puissance de travail à certains moments. Mais il y a des moments, il faut genre prendre le temps de se reposer et renouveler son inspi. Genre. Et quand à ces moments-là, je force l'inspi, moi, personnellement, ben ce qui sort, même s'il y a la volonté, ben c'est pas nouveau parce que je retombe sur des trucs que je viens de faire. Ouais, Tu vois? Je retombe sur des trucs que je viens de faire ou des trucs qui sonnent pas différents. ouais. Tu vois? Du coup, là, ça devient plus 2 œuvres, ça devient une œuvre bis. Tu vois? Là, tu copies. Là, tu copies. Et t'es plus dans la centaine d'œuvres que tu produis dans Mhm. l'année ou la Mhm. cinquantaine. Ben, t'es dans des copies, t'es dans des choses qui sont différentes et c'est relou pour quelqu'un qui a vocation à être créatif et à proposer de nouvelles choses, tu vois. Donc, faut prendre le temps de renouveler son inspi, il faut prendre le temps d'écouter des choses, il faut prendre le temps d'écouter les autres ou ce qui se fait quand t'as le temps pour pouvoir bah, pas tomber dans ça, tu vois. Parce que y a rien de plus frustrant pour quelqu'un qui crée de ne pas pouvoir créer. Et est-ce qu'on se rend compte quand même de la différence entre ce que tu m'as dit pas longtemps avant là, c'est-à-dire modifier une prod existante et en faire une nouvelle et simplement la copier. Parce que j'imagine que quand tu copies une prod, en vrai, tu la modifies quand même un peu. Tu te rends compte après que c'est la même chose en vrai. Ouais. Mais comment tu te rends compte, comment tu arrives à voir la nuance entre les deux? Comment j'arrive à voir la nuance entre une prod. Une prod de laquelle tu t'es inspiré et tu as changé, comme tu m'as dit tout à l'heure, un peu une mélodie, une basse, un truc, et tu crées un nouveau truc, Ouais. et une prod que tu as cru modifier en changeant une basse, un truc, mais qui ressemble en fait à la précédente. Du coup, la question, c'est quoi? Comment tu fais la différence entre ces deux choses-là? Tu vois? Comment tu vois que c'est vraiment Bah, un truc nouveau en vrai, c'est une question de ressenti. de ressenti? Ouais. C'est-à-dire que quand tu fais une nouvelle prod, t'as un nouveau ressenti, un nouveau son qui t'emmène dans une direction qui est tout autre de ce que t'as fait. Alors que quand tu copies, t'es encore dans quelque chose de familier. Tu dis, ah, ça me fait penser à ce que j'ai déjà fait. Tu vois, tu vas peut-être pas tilter de suite. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va te le dire. Mais à un moment donné, on va te le dire et tu vas le remarquer. C'est comme l'histoire des plagiats, Hmm. c'est comme l'histoire des copies. Oh, ils ont copié sur tel son. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font de la musique aujourd'hui avec des refs. C'est-à-dire, t'arrives en studio, on dit, ah, je veux un son comme ça. Ah, tu vois, là, tu brides la créativité. C'est-à-dire, le champ des possibles, tu le réduis considérablement. Alors que ce qui est kiffant, c'est de pouvoir faire tout avec tout ce qui est disponible. Prendre un peu d'une œuvre, un peu d'une autre, le meilleur de chaque chose et d'en faire quelque chose de nouveau, quoi. Et tout en équilibre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Alors que quand on te dit, bon, moi je veux un son comme ça, tu regardes que dans une direction, c'est compliqué, tu vois. Moi, j'aime, ça me frustre. Est-ce que c'est un des éléments qui fait que tu tombes en manque d'inspiration quand tu sens que on te pousse dans une direction à laquelle en vrai tu veux pas que tu veux pas aller comme tu as dit mais que juste c'est trop téléguidé. Bah, c'est pas créatif de. En fait, c'est pas créatif de procéder comme ça. Tu vois? Genre, la, la, la création en elle-même, c'est passer d'un état inexistant à un état existant. Tu passes de 0 à 1, Mhm. tu vois? Alors que quand on te dit de faire quelque chose comme une chose qui existe déjà, tu passes de 1 à 2. Tu crées rien, juste tu ajoutes. Ouais, c'est toute la différence. Exactement. Ok, on va conclure. Déjà, c'est une petite question juste avant, encore une dernière, vraiment. C'est c'est quoi ta production dont tu es la plus fière jusqu'à aujourd'hui? Sur les 500 que tu as fait durant toutes ces années. Hmm. Sorti ou pas sorti? Sorti ou pas sorti? Euh,
Bah, c'est peut-être une prod qui va sortir dans un gros projet là, bientôt. Et pourquoi? Je suppose que tu vas me demander pourquoi. Pourquoi? Parce que, en fait, dans cette production-là, j'ai réussi à retranscrire, genre, vraiment ce que l'artiste voulait. Genre, et ça aura, genre, une consonance orientale mélangée avec bah, du rap. Et genre, c'est un truc que j'avais jamais vraiment fait. Enfin, je l'ai déjà fait, par exemple, avec TH, avec le son Abu Dhabi, tu vois. Ouais. C'est un de mes morceaux préférés, une de mes prods préférées aussi qui est sortie. Et c'est une des rares fois où je l'ai fait, tu vois. Et là, j'ai réussi à le refaire d'une nouvelle manière. Et ça sortira sûrement dans un très gros projet. Donc, Très fier de ça. ouais. D'accord. Donc pour conclure, j'ai 3 petites questions. Euh, la première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Et quand je dis objet créatif, ça peut être matériel comme immatériel. C'est toujours confondu. Un livre, un film, un clavier, un ordi, un livre, enfin ce que tu veux. Ma bouteille d'évian, gros. Ah ouais? C'est ton objet favori? Ouais, de ouf. Faut que j'ai ma bouteille d'évian quand je produis. Il faut que j'ai mon petit truc. Et ouais, après, c'est du fétiche. Ok. C'est original ça. Deuxièmement, cite-moi une œuvre créative inspirante pour toi. Pareil, toujours confondu. Une œuvre créative inspirante. J'aime bien. Après, c'est pas une en, précisément, mais j'aime bien les BO des films. Ok, Genre, j'aime écouter les BO des films d'accord. parce que t'as toujours genre, en fait, ce que t'entends dans les films, c'est des bouts d'œuvres qui sont beaucoup plus grandes. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment la musique emmène vers ce moment qui a été choisi dans tel ou tel film et de savoir bah, qu'est-ce qu'il y avait après, qu'est-ce qu'il y avait avant, Hmm. pourquoi ils ont choisi ce moment-là pour cette image-là, tu vois. Parce qu'il y a aussi un rapport d'association d'images à la musique. Et j'aime bien écouter des BO de films ou des choses comme ça. Donc après, je peux citer genre Ludovico Einaudi, tu vois, qui est un grand compositeur et qui fait aussi beaucoup de musique de film, tu vois. Que j'écoute souvent des titres à lui, genre Primavera, c'est un titre que je kiffe écouter. Et voilà quoi. D'accord. Et la dernière chose, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Quelqu'un qui veut se mettre à créer, bah en vrai, c'est con, mais il faut créer. Genre, il faut passer le cap du 0 à 1. C'est le plus dur. Parce qu'en vrai, ouais, je vais te poser une question. 0 et 1. 1, c'est combien de fois plus grand que 0? Une fois. Bah non, c'est faux. En fait, 1, c'est infiniment plus grand que 0. C'est pour ça que c'est dur de commencer quelque chose. Tu vois, en fait, je l'ai dit un peu plus tôt, 0, c'est la nullité. T'existes pas. 1, c'est le premier pilier, c'est la création. Donc passer de 0 à 1, c'est beaucoup plus dur que de passer de 1 à 2. Tu passes d'un état caduque à un état véritable et réel, tu vois. Donc il faut, peu importe la difficulté, peu importe les obstacles ou les appréhensions qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, bah, il faut créer. Même si t'es nul, même si t'es je sais pas quoi, il faut le faire. Il faut le faire. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment intéressant. Et on mettra dans la description ta bio pour que les gens aillent Ouais. voir un peu ton travail, ce que tu Ça fais. marche. Merci beaucoup, à la prochaine. Tout.